SpongeBob avait une identité unique, une série capable de passer de moments légers et hilarants à des instants complètement absurdes et surréalistes en un clin d'œil. Et il y a un épisode en particulier qui a été mal compris pendant plus d'une décennie. C'est Spongehenge, un épisode si ambigu et inquiétant que certains fans le zappent lorsqu'ils revoient dans la série. Mais si Spongehenge n'était pas simplement un épisode étrange de plus, et si, enfoui sous les images bizarres et le ton dérangeant, se cachait quelque chose de profondément significatif, quelque chose d'intentionnel, de beau même. J'ai revu cet épisode plus de fois que je ne voudrais l'admettre. J'ai exploré chaque saison à la recherche de motifs, de clins d'œil, de contexte, et j'ai finalement résolu le mystère de l'épisode le plus étrange de SpongeBob. Non seulement cela a changé ma vision de l'épisode, mais aussi celle de l'héritage de SpongeBob, à la fois en tant que personnage et en tant que série. Mais avant de plonger dans ce que Spongehenge signifie réellement, nous devons d'abord décortiquer ce qui se passe dans l'épisode. Tout commence par quelque chose de simple, le vent. L'épisode s'ouvre sur Bikini Bottom, frappé par une rafale de vent inhabituellement forte. Deux poissons sortent au matin d'un restaurant, avec de la nourriture à emporter. Oh non, Neptune doit être en colère. Non, c'est Poséidon. Tout le monde sait que c'est lui le vrai roi de la mer. C'est une blague de fond un peu idiote, mais c'est la graine, parce que le vent empire. Il attrape leur nourriture, l'envoie valser à travers la ville, et finit par frapper SpongeBob en pleine figure pendant qu'il dort. SpongeBob se réveille, constate que c'était un goulash, et se rend à la fenêtre pour essayer de retrouver le propriétaire. Mais c'est là que ça commence. Une rafale le frappe, souffle dans ses trous, et produit un son étrange, creux, hanté. C'est le premier indice que quelque chose cloche. Les fans de longue date savent que ce n'est pas du tout le style sonore habituel de SpongeBob. La série n'utilise presque jamais de ton comme celui-là. Cela ressemble à un ocarina, voire à une flûte. Certainement pas à l'habituelle musique hawaïenne à l'ukulélé. C'est étrange, ça persiste. Mais les méduses, elles adorent ça. Elles sont en transe. Elles se ruent vers SpongeBob comme s'il était une playlist Spotify ambulante. Elles dansent, tourbillonnent, entrent même dans son corps comme dans une rave médusienne. Même au lever du jour, cela ne fait qu'attirer encore plus de méduses vers lui. Elles l'empêchent littéralement d'aller où que ce soit. Elles le piègent avec des good vibes. Finalement, Krabs l'aide à rejoindre le crabe croustillant en le tirant avec un hameçon. Mais SpongeBob ne reste pas longtemps. Les méduses reviennent, le vent s'intensifie, et le crabe croustillant s'envole, littéralement, comme s'il devait de l'argent à quelqu'un. SpongeBob s'écrase chez Patrick. Patrick, en bon ami, le laisse entrer. Pendant environ 5 secondes avant de se faire piquer par une méduse et de blâmer SpongeBob pour être une mauvaise influence. Merci frère. Alors SpongeBob s'enfuit dans une grotte, profonde, reculée, sans vent, silencieuse. Juste lui et plein de rochers. Et c'est là que ça devient sombre. SpongeBob ne se contente pas de se cacher. Il s'effondre. Il commence à parler à des pierres, à rire tout seul. Il se laisse pousser une barbe de lézard sauvage, comme s'il était là depuis trop longtemps. Puis il construit une statue, une réplique en pierre de lui-même. Pas pour décorer, mais pour parler avec, pour prendre le thé. Quand le vent frappe la statue, elle produit le même son. Les méduses reviennent. Elles l'entendent. Et SpongeBob a une idée. Il se met à construire non pas une, mais des dizaines de versions géantes de lui-même en pierre, disposées en cercle, chacune accordée pour capter le vent à la perfection. C'est littéralement Spongehenge en son surround. Il ne fuit plus le problème. Il tente de le maîtriser, de le perfectionner, de recréer le son, de le rendre éternel. Et ça marche. Les méduses arrêtent enfin de le suivre. La musique suffit. Et pour la première fois depuis qui sait combien de temps, SpongeBob est libre. Il retourne à Bikini Bottom, pensant rentrer chez lui. Mais il ne retrouve rien. Tout a disparu. Le monde a continué sans lui, et il reste seul. Il a tout donné, son temps, sa santé mentale, son identité, pour créer quelque chose qu'il pensait important, parfait. Mais à son retour, il n'y avait plus rien. On saute ensuite 3000 ans dans le futur. Des extraterrestres observent le Spongehenge, se demandant qui l'a construit et pourquoi. Et c'est la fin de l'épisode. Pas de blague, pas de résolution. Juste un vent étrange et un rire maniaque. C'est une fin ambiguë, et plutôt sombre, je trouve. Ce n'est pas une fin normale pour un épisode de SpongeBob. D'habitude, la série suit une structure en 3 actes, avec une résolution. Ici, rien de tout cela. Juste un rire sinistre.
Spongehenge se termine sans aucune réponse, et avec 1000 questions. Combien de temps SpongeBob est-il resté dans la grotte? Pourquoi le vent souffle-t-il encore après 3000 ans? Que s'est-il passé avec tous les habitants de Bikini Bottom? L'épisode ne donne rien. Pas de chute comique, pas d'indice visuel, juste le silence. Et pour beaucoup de spectateurs, c'était justement le problème. Certains fans l'ont détesté pour son ambiguïté. D'autres ont dit que ça ne ressemblait même pas à un épisode de SpongeBob. Dès la première scène, le ton est décalé. Pas d'humour loufoque, pas d'ukulélé en fond. Juste ça. C'est étrange, inconnu, et c'est volontaire. En surface, cet épisode montre simplement SpongeBob qui gère un problème de méduse. Mais en creusant un peu, ça commence à ressembler à une métaphore de l'obsession, de l'isolement, voire même de la folie. SpongeBob ne résout pas un problème. Il est englouti par lui. Il passe un temps indéterminé à construire des versions de lui-même en pierre, simplement pour perfectionner le son qu'elles émettent au vent. Quand il rentre, le monde a disparu. Le crabe croustillant est en ruine. Bikini Bottom est vide. Il ne lui reste que les méduses, qui dansent encore au son d'un instrument qui ne vient même plus de lui. Il est devenu un monument à son propre art, un fantôme dirigeant une musique pour personne. Quand Spongehenge a été diffusé pour la première fois, personne ne savait quoi en penser. Certains fans l'ont trouvé brillant, d'autres l'ont trouvé inquiétant, sombre, voire déprimant. Beaucoup l'ont juste considéré comme un délire aléatoire. Mais en vieillissant, on a du mal à s'en détacher. On commence à se demander, qu'est-ce que cet épisode essayait vraiment de dire? Spongehenge laisse un vide juste assez large pour que l'on projette ce que l'on veut. Depuis sa diffusion, de nombreuses théories ont émergé. Et en combinant toutes ces théories, j'ai enfin pu résoudre le véritable sens de l'épisode. Première théorie. L'épisode est une blague sur les monuments anciens. Le titre est une référence évidente à Stonehenge, le mystérieux monument qui inspire des spéculations depuis des siècles. Les historiens écrivent tcholich des livres dessus. Les touristes prennent des selfies, personne ne sait vraiment ce que ça signifie, donc on y projette des significations. Spongehenge, ce serait juste ça. Une longue blague sur des monuments vides de sens. SpongeBob construit d'énormes statues de lui-même. 3000 ans plus tard, des aliens les découvrent et s'interrogent. Une satire sur notre manière de rendre sacré ce que l'on ne comprend pas. Et oui, ça pourrait être ça. Mais s'il s'agit d'une blague, où est la chute? L'épisode ne se termine pas sur un rire. Il se termine sur un rire qui sonne faux. Et c'est le premier signal d'alarme. Cet épisode commence comme une blague et se termine comme un avertissement. Deuxième théorie. Ce n'est pas une histoire de méduse ou de monument. C'est une histoire sur les créateurs de la série. Spongehenge est l'épisode 99B, la fin de la saison 5, juste avant que le ton et la qualité de la série ne chutent brutalement. La plupart des membres originaux de l'équipe créative, y compris Steven Hillenburg, étaient déjà partis à ce moment-là. Et si c'était leur chant du cygne, leur dernier morceau étrange, beau, non filtré, avant que le studio ne prenne le contrôle total? Dans ce contexte, le silence devient plus compréhensible. Le ton bizarre, le rythme sombre, l'absence de conclusion. Ce n'est pas un bug, c'est intentionnel. C'est le son des créateurs qui lâchent prise. Et pourtant, comme nous le savons tous, la série ne s'est pas arrêtée là. Elle continue avec la saison 6. Mais si cet épisode n'était pas seulement à propos de SpongeBob ou d'art, et s'il s'agissait de foi, parce qu'il existe une autre théorie, une théorie qui semble spirituelle, presque biblique. Tout commence par une réplique insignifiante au début de l'épisode. Deux poissons de fond discutent. Neptune doit être furieux. Non, c'est Poséidon. Tout le monde le sait. Il rit, puis passe à autre chose. Mais si tu fais attention, cette phrase est la clé de tout. Parce que si la tempête n'est pas naturelle, si le vent n'est pas aléatoire, alors quelqu'un ou quelque chose l'a envoyé. Une tempête éternelle, une méduse hypnotisée, une ville vidée. Ce n'est pas simplement de la météo, c'est un jugement, ou pire, un abandon. Une damnation envoyée par les dieux eux-mêmes, pour punir les habitants de Bikini Bottom d'avoir oublié qui est leur souverain suprême. Mais quel dieu exactement? Techniquement, Neptune et Poséidon sont tous deux des dieux de la mer. Neptune vient de la mythologie romaine, Poséidon de la mythologie grecque, et la série a joué avec les deux. Mais depuis le tout début de SpongeBob, jamais le nom de Poséidon n'avait été mentionné jusqu'à cet épisode. Certes,
Il apparaîtra plus tard dans le film Sponge on the Run, mais ce film est isolé du reste de la série et n'a quasiment aucun lien avec Bikini Bottom. Et même là, ce n'est pas une divinité toute puissante. Il est obsédé par les soins de la peau et les bombes de bain, pas vraiment digne d'un dieu à mon avis. En revanche, Neptune est bel et bien le roi des mers, vivant dans la cité royale d'Atlanta. Il a 5000 ans, comme on le découvre dans la bataille de Triton, donc il ne vieillit pas vraiment. Il possède aussi un pouvoir divin, capable de créer des miracles d'un simple geste. Donc, si quelqu'un est capable de provoquer une tempête, c'est bien lui, mais voilà le problème. Il n'existe aucun récit, aucune légende dans la série qui suggère que Neptune était en colère, et s'il voulait vraiment qu'on le vénère, ne se montrerait-il pas simplement pour le réclamer? À la place, le vent souffle, et il ne s'arrête jamais. Même 3000 ans plus tard, la tempête continue de hurler, bien après que SpongeBob, les méduses et tous les autres aient disparu. La seule explication logique? Deux dieux en pleine querelle, comme les dieux grecs, dont les disputes causèrent la souffrance des mortels. Mais c'est peut-être aller trop loin. La série ne creuse pas autant la mythologie grecque. En dehors de Neptune et Atlantis, rien d'autre n'est évoqué. Ce qui mène à une question encore plus inquiétante. Si ce n'est pas Neptune, et si Poséidon s'en fiche, alors qui ou quoi est à l'origine de tout ça? Mais au-delà des mythes, des tempêtes et des lettres d'adieu, il existe une lecture beaucoup plus personnelle de l'épisode, une métaphore de la descente de SpongeBob dans l'obsession artistique. Regarde comment il traite les statues, sa précision, sa manière de leur parler, de prendre le thé avec elles. Ce n'est pas simplement tragique, c'est dérangeant. Il ne crée pas par plaisir, mais parce qu'il y est forcé. Ce n'est pas de la passion, c'est une compulsion. Et ce n'est pas la première fois. Il y a un précédent. Et peut-être que cet épisode essaie de dire, un jour, dans un futur lointain, il y aura encore un SpongeBob, mais il ne ressemblera plus à SpongeBob. Il essaiera de lui ressembler, de parler comme lui, mais son âme aura disparu. Et un enfant du futur regardera l'écran et demandera « C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est censé être ? Comment on en est arrivé là ?» Mais bon, au moins, la pierre a diverti les extraterrestres. Peut-être que Spongenge, ce n'était pas du n'importe quoi. C'était le dernier message de l'équipe originale. Un murmure dans le vent, un avertissement sur la célébrité, un adieu aux fans, et une capsule temporelle pour ce que la série était vraiment, avant de se perdre dans son propre écho. Et le plus triste, c'est que c'est nous qui l'avons changé. Tout comme Patrick, qui aurait sûrement changé s'il n'avait jamais rencontré SpongeBob. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. À bientôt.